Alors, je prends le cas, je suis chef d'entreprise, j'ai paumé 20 millions de données de mes clients, nom, prénom, adresse mail, IBAN, copie de carte d'identité, données biométriques tant qu'à faire. Qu'est-ce que je fais? Je notifie donc la CNIL dans les 72 heures. Alors déjà, Est-ce la que plupart ne vont pas le faire. Moi, j'ai déjà été ouais, confronté à ça, des violations de données. Les responsables de traitement ne veulent pas aller notifier la CNIL parce que justement, ils ne veulent pas déclencher un contrôle, parce qu'ils savent que c'est trop grave et donc potentiellement, ils vont avoir le problème, donc ils vont décider de ne pas notifier. ah ils vont l'enterrer. Ah, ils vont enterrer, j'ai déjà enterré plusieurs violations de données comme ça, bon, ça finit sur le bureau de la CNIL, hein, bien sûr, mais Non mais mais les alors, responsables les responsables de excuse-moi parce traitement que disaient: je ne veux pas communiquer sur la violation de données». non, excuse-moi, c'est lunaire. Donc, on peut avoir des fuites de données qui concernent 10 000, 20 000, 100 000, 1 million de personnes Oui, qui pourraient être gentiment enterrées. Donc, on va pas notifier la CNIL. oui, Mais du coup, évidemment, on va pas s'exposer. On va pas non plus notifier les clients, j'imagine. oui, bah, oui, bah, oui. Et OK. bah, après, c'est si jamais c'est connu, bah, justement sur un contrôle, inopiné de la CNIL ou autre, bah, ça les entreprises risquent gros. Dans d'autres pays d'Europe, on a déjà eu le cas, où le moindre dépassement même de la date de 72 heures, ils ont mis trop de temps à réfléchir, ils se sont pris 100 000 balles d'amende, juste parce je crois qu'ils avaient 2 semaines de retard. Donc dans d'autres pays, ça rigole beaucoup moins. Ah ouais. Et bon, j'imagine que voilà, ça peut influer sur le montant de la sanction Ah oui, je oui, dis bien bah, oui, oui. pourrait être prononcée par la CNIL. Mais honnêtement, tu vois, je le savais pas. Moi, personnellement, ça me choque d'imaginer qu'une entreprise Mmh, peut être enfin, victime d'une faille ou d'une mauvaise hygiène numérique aussi, hein, d'une mauvaise sécurisation des infrastructures, ne puisse ne rien dire. Donc, tu vois, ouais. c'est une raison de plus pour en parler. Une raison de plus parce que j'ai pu voir passer des tweets en disant oui mais non, faut arrêter d'en parler tout le temps, il faut laisser opérer pendant quelques mois qu'on puisse exactement comprendre ce qui s'est passé, etc., etc. Mais en réalité, si personne n'en parle, ça peut très bien passer à la trappe. Voilà. Ah oui, et la CNIL, en fait, passe sa vie dans des conférences, dans des colloques, dans des séminaires. Ils ont des photos, vous verrez des photos de la présidente, prendre le petit déj avec, ces entités-là. Participer au colloque de l'Alliance digitale, c'était encore en décembre dernier, ou en début janvier, je sais plus. Mais il y a, la présidente de la CNIL invitée à ces séminaires, qui vont vous Euh, parler de, comment respecter l'équilibre du RGPD devant un parterre de data brokers, tous plus illégaux les uns que les autres, quoi. oui, mais attends, collusion ne veut pas dire, enfin, concertation ne veut pas dire collusion. Ah Je veux ouais, dire, c'est peut-être nécessaire d'aller au contact enfin, je vais me faire l'avocat oui, du c'est à diable. peu près nécessaire, mais Peut-être, après bon, quand on a par exemple une concertation privée qu'on apprend par la presse. On demande les documents, donc concertation, c'était sur bannières cookies ou c'était, non cookies que consent multi-device. Donc en fait, quand vous allez cliquer sur une bannière cookie, ça va l'activer sur tous vos devices et pas juste sur ouais. celui sur lequel vous êtes. Donc ça sera valable sur votre téléphone, sur votre, PC, sur votre télé et cetera, ou console de jeu ou autre. En fait, on se rend compte quand on a vu que donc l'Alliance digitale a publié sur son site internet qu'il y avait une concertation privée, on a publié, enfin ils étaient tout fiers, hein, on a été voir la CNIL, on a concertation privée. Nous, on vu ça, on demande à la CNIL: «Bah, c'est quoi ce merdier, en fait? D'où ça sort ce truc?» On demande les documents, de sur ces sessions de travail. En fait, on se rend compte que c'est l'IAB, le GEST et l'Alliance digitale qui ont été voir la CNIL en disant: «Bonjour, on sait que ce qu'on fait, c'est totalement illégal. On Ouais. aimerait bien continuer à faire ça. Donc, est-ce que vous pouvez pas nous rédiger une ligne directrice, qui nous dit qu'on a le droit?» Et donc là, la CNIL dit: «Oui, oui, pas de problème, tenez, voilà la délibération». Donc il y a déjà le texte de la libération. Donc on a délibération XXX, il y a même pas le numéro parce qu'ils ont pas encore le numéro, ça sera, publié au JOREF, plus tard. Signé en bas, bah, il manque la signature et la date, mais en fait le truc est déjà tout pré-rédigé. Donc voilà la proposition de ligne directrice. Et là, on voit l'Alliance digitale, l'IAB et le GES qui répondent avec les notes on a les notes, les marques de révision dans le document Word, modifient carrément le futur texte de loi en fait de la CNIL en disant: «Non, ça on n'aime pas, tiens, il faudrait qu'on inverse ça, on change ça». Et la CNIL après dit: «Bah OK, c'est bon, maintenant on l'envoie en consultation publique et c'est celui qu'on va valider en fait». Mais Et là, c'est, nous ouais. on arrive derrière, on dit: «Mais en fait le truc, en fait déjà, enfin, votre truc, il est totalement illégal par rapport au RGPD, en fait. Il y a plein de choses que vous avez oubliées, qui manquent. Vous légitimez des choses qui sont pas légitimables. Et au début, on pense qu'on travaille sur un document, bah, de travail, justement. Et en fait, non, c'est déjà un truc qui a déjà été revu, corrigé par les pires merdes qu'on ait en Europe, quoi. Ouais. Pourquoi aujourd'hui on a le sentiment qu'il y a plus de fuites de données qu'avant?
Bah, en fait, je pense qu'il y a un espèce d'emballement. Effectivement, il y a aussi une espèce de sophistication des attaques. C'est qu'avant, c'était compliqué de faire des attaques de masse et de scanner l'intégralité d'internet ou, ça c'était enfin, fallait vraiment passer du temps, et autres. Et en fait, on a eu c'est de la dette technique pure et dure. Les systèmes se sont complexifiés avec le temps, avec pas de conformité RGPD, et avec de l'autre côté les outils d'analyse, d'attaque, qui ont aussi augmenté en capacité. On a vu aussi beaucoup d'attaques avec de l'intelligence artificielle aussi aujourd'hui, par exemple, qui vont scanner, des réseaux, complets, très rapidement. Il y a aussi pas mal de social engineering, avec des personnes qui filent trop facilement leurs accès, aux bases de données et autres, en particulier contre de l'argent. Hem et la problématique aussi, c'est que ces reventes de données aujourd'hui, de violation de données, peuvent aussi générer beaucoup d'argent, et c'est des systèmes qu'on n'avait pas, auparavant. Par exemple, bah, c'était aussi l'arrivée de Bitcoin, par exemple, qui a permis de vendre plus facilement les données, parce qu'avant, bah, on pouvait pas les acheter avec du cash. Ça, bah, Oui. c'était trop Mmh. risqué. C'était trop risqué, trop compliqué. On pouvait pas laisser changer des données, à travers la planète, et les crypto-monnaies ont pu aussi démocratiser un peu ce marché noir de la donnée. Mais je pense que tout ça cumulé, en fait que, bah, aujourd'hui, on a dépassé la masse critique, et ça explose de partout. Ouais, parce qu'on est quand même sur des années records, hein, que ça soit Ah oui. 2025, bon, 2026 a démarré sur les chapeaux de roue. Je pense que ça ne faire que monter en puissance, et faut aussi comprendre qu'il y a une plus grande visibilité en fait des fuites de données, Mmh. parce que déjà il y a plus de gens qui en parlent, déjà parce qu'il y a des forums qui sont des forums cybercriminels Dédié, ouais. qui sont beaucoup plus facilement accessibles. Pareil pour les chaînes Telegram de revente de fuites de données. Donc du coup, il est plus facile de les détecter, de les corréler et puis d'en parler. Est-ce que il y a une volonté spécifique, que ça soit lent, que la CNIL n'opère pas autant qu'elle devrait le faire? Est-ce que tu penses qu'il y a une volonté politique derrière ça? Bah, on le soupçonne quand même assez fortement, surtout quand on a vu Bercy qui fait des annonces publiques en disant: «Merci à la CNIL de pas sanctionner, les entreprises parce qu'on aimerait bien qu'elles continuent à faire du business». Enfin, Ouais. c'était quand même dans des communiqués de presse, ça a fini dans la presse, et cetera. Donc on se dit que, bon, en sous-marin, peut y avoir aussi ce genre de choses. On sait qu'il y a potentiellement aussi des problèmes d'organisation, c'est-à-dire en dehors du politique pur. On La CNIL, dans notre réunion du 14 février de l'année dernière, nous avait laissé entendre, ça avait jamais été officiel, et c'est un peu ce qu'on en avait compris, mais en gros, elle a la capacité de traiter correctement 100 plaintes par an, et tout le Attends, reste, elle oui, 100 combien? plaintes, 100 plaintes par an. En Donc gros, elle a une équipe qui est capable de faire une instruction suffisamment fine pour mettre des amendes, et des vraies sanctions, correctes, on va dire, et 100 plaintes par an qui sont capables de traiter. Et donc en fait, c'était sous-entendu, on l'avait compris, on sait pas trop, mais sous-entendu, on essaie de dégager le maximum de plaintes parce que sinon, on va surcharger cette équipe-là. Et donc ils ont une espèce d'équipe bis qui est pas compétente, que c'est juste des greffiers, on va dire. Alors c'est pas péjoratif du tout, hein, au niveau de l'emploi, et cetera, mais c'est vraiment des greffiers et pas des agents instructeurs ou des agents du pôle sanction. Vont vraiment faire de l'administratif et vraiment dégager le maximum de plaintes, en disant signal spam ou ça c'est pas recevable, et cetera, pour ne pas surcharger ces équipes finales et vraiment écrémer le plus possible, pour laisser les plaintes les plus intéressantes à ces équipes-là, quoi. oui, donc tout ça, c'est fait, parfaitement sciemment. On peut pas, enquêter, sanctionner, C'est ça, ouais. de manière effective si la CNIL n'est en capacité de traiter que 100 plaintes Ouais, ouais. Enfin, en tout cas de annuellement. manière correcte, c'est ça, en manière De correcte. manière correcte. Donc Et le problème, il est, pas forcément tant législatif, il est en termes de volonté, de stratégie, de ressources disponibles. Bon, j'imagine qu'ils ont un budget, hein, pour fonctionner, oui, et 26 millions par an, ouais. donc la CNIL nous coûte aux Français 26 millions d'euros par an. J'imagine que sur les 55 millions qu'ils ont ponctionnés en sanctions, bon, bah, la moitié part pour eux. Ah non, même Donc pas. mais je les C'est invite à remis au sanctionner plus du coup. c'est remis au pot commun. Oui, c'est remis au pot commun, et C'est après c'est remis le au pot budget du commun. Bon, bah, ministre. après ça, voilà, C'est le ça budget du revient, Premier mais ministre, c'est le budget du premier. La oui. CNIL se finance sur le budget du Premier ministre. Donc il y a un problème global en fait sur la CNIL. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment, en dehors du problème politique, si on n'a pas de preuves, on a des soupçons quand même. Mais même au niveau organisation, on voit bien comment, enfin, ça marche pas en fait. Et par rapport à l'AEPD, donc la CNIL espagnole,
qui a 20% d'agents et 20% de budget en moins que la CNIL, elle est capable de sanctionner 80 fois plus que la CNIL et de traiter plus de 3000 plaintes de plus que notre CNIL. Et je vois les décisions qui sont rendues par l'AEPD, une décision de rejet pour prescription, parce que la CNIL a tardé à envoyer son dossier en Espagne. La prescription est de 6 mois en Espagne, hein. Donc quand la CNIL met 8 mois à transmettre, bah forcément c'est prescrit. Une décision de prescription fait un l'AEPD est capable de m'envoyer un courrier recommandé de 16 pages en documentant toutes les violations qui ont été faites. Il y a une vraie étude juridique et cetera, alors qu'une décision de clôture de la CNIL fait littéralement 16 mots. Une ligne. Ouais, Et c'est donc court. voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment de l'organisation. Je pense que la CNIL et ça rejoint aussi la collusion, par exemple, quand on parlait de collusion, on voit la CNIL qui passe son temps dans des colloques, dans des Et ben, séminaires, à discuter avec je, les gens et je- cetera, et c'est du temps, bah, que vous mettez pas ailleurs, en fait. Vous faites des lignes directrices qui ont pas de sens. Vous publiez des centaines de lignes directrices tous les ans qui se résument à dire: «Appliquez le RGPD», mais arrêtez de mettre des gens là-dessus. avoir une traçabilité. Il y a des entreprises qui sous-dimensionnent complètement la sécurité informatique de leur structure. Et du coup, bah, garder des traces de ce qui s'est passé et même parfois en avoir connaissance, parce qu'il y a des boîtes qui, vous leur dites, vous êtes fait poutrer 20 000 données personnelles, ils sont incapables de le dire, Ouais. et encore après, incapables de savoir d'où ça vient. Et après, c'est pas pour le coup, pour rectifier quand même, c'est pas quelques boîtes qui ont des problèmes de sous-dimensionnement de la sécurité. Ah ouais, Et pardon. un rapport de la CNIL a été publié, c'est quasiment toutes les boîtes et à plus de 80% de manque de financement. Ouais, Donc ça en reprend gros, être important. Hein. voilà, mais aujourd'hui, la plupart et c'est un peu tout le problème, et c'est aussi pour ça, pourquoi la CNIL ne bouge pas aujourd'hui. On suppose, parce que c'est difficile à prouver, mais on suppose qu'il y a des ordres un peu politiques en sous-marin. On lui dit de pas bouger trop parce qu'en fait, si on applique le RGPD aujourd'hui, la plupart des entreprises sont rayées de la carte, parce que, bah, par exemple, le marketing, typiquement, vous pouvez plus faire de marketing tel qu'il est fait aujourd'hui. Toute la prospection commerciale qui est faite, les rachats de listes, la publicité sur internet et cetera, ça devient très compliqué. Le moindre outil qu'il faut développer, surtout si on veut faire des choses très compliquées avec beaucoup de données et cetera, bah, oui, il va falloir des moyens de sécurisation qui sont très violents. Là, Free va peut-être y avoir plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros à investir pour de la sécurisation. Et en fait, la plupart des business aujourd'hui se sont fondés sur des business models qui ne sont pas viables en intégrant les contraintes du RGPD. Ce n'est Oui, viable donc que parce qu'ils violent le RGPD. pourtant, de ce qu'on a dit en début d'émission, le RGPD est assez concis, assez simple dans Oui. l'esprit à appliquer. Il fixe des caps très clairs. Donc, j'ai envie de dire, on s'en fout complètement finalement du client ou de la personne concernée. C'est un peu l'idée. Je veux dire, pourquoi est-ce que on ne prend pas ça beaucoup plus au sérieux? Bah, aujourd'hui, enfin, clairement pour nous, c'est un vrai problème, politique et business. Et en fait, on a monté, le problème il est là, c'est qu'on a des lois, surtout en France, on a des lois qui existent depuis 78, 95 en Europe, mais toutes les entreprises ont juste fait n'importe quoi et ont construit tout leur business là-dessus. Et bah, aujourd'hui, ils se retrouvent avec une dette, technique ou légale, monstrueuse, et les gens ne veulent pas prendre ça au sérieux parce que sinon leur business disparaît, en fait.